Et bienvenue à tous, vous êtes bien sur Radio Kikangrog 101 FM. Aujourd'hui, je reçois un écrivain, c'est François Brune-Bilous. Comment tu vas ? Merci, je veux bien. Merci de me recevoir. Eh ben de rien, ça va, ça n'a pas été trop dur à trouver un petit peu. Un petit peu, oui, pour ceux qui ne sont pas de Bourbon-l'Archambault. Non mais on va te faire une petite visite après, il n'y a pas de souci. Donc toi, tu viens aujourd'hui pour nous présenter un petit peu ton nouveau roman, parce qu'il y en a eu d'autres, qui est sorti tout récemment le 25 novembre. Exactement. Donc un petit bébé tout nouveau, tout neuf. C'est un bébé tout neuf. Oui. Enfin, il n'est pas si neuf que ça, parce qu'il a une sacrée histoire, ce manuscrit. D'accord. Il y a eu une première production en 2013. D'accord. Donc ça fait déjà 11 ans. Oui. Et donc j'avais donc écrit un manuscrit qui n'était pas exactement celui-là, mais qui me donnait pas satisfaction et qui visiblement donnait pas satisfaction aux éditeurs. Donc j'ai abandonné le projet, sauf que j'ai reçu début 2014, une fois que j'avais abandonné le projet, un ami qui est aussi auteur qui m'avait corrigé complètement le manuscrit, et vraiment avec des commentaires extraordinaires. Et j'étais assez déçu de mon travail, donc je l'ai remis dans le carton. Et puis quand je suis revenu en France en 2022, j'ai retrouvé ce manuscrit et je me suis dit, je vais le reprendre, je vais le retravailler, je vais le réécrire. Et donc voilà, et comment est né Le Rêve oublié, un livre qui n'a failli pas voir le jour. Bon, et en fait, on va parler un petit peu de ton passé, parce que c'est une importance dans ce roman. D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici ? Est-ce que tu as toujours voulu être romancier, écrivain, comme tu veux ? Parle-nous un petit peu de toi. Alors, je suis originaire de Dompierre-sur-Bèbre, mais je suis parti très tôt. À mes 18 ans, je suis parti travailler donc à Clermont-Ferrand, puis à Paris. Et puis après, je suis parti en Chine pendant 5 ans, où j'ai commencé à travailler. J'ai appris le chinois à l'université, j'ai enseigné le français, et puis après, j'ai travaillé dans une entreprise. Et c'est comme ça que ça a lancé ma carrière à l'international au niveau professionnel, puisque vous savez très bien que les écrivains, on a un peu de mal à vivre de notre plume, donc on est obligé de travailler à côté. Et donc j'ai vécu dans un certain nombre de pays, la Chine, la Hongrie, l'Ukraine, et donc ce roman, il est issu d'une ville qui est complètement mythique, qui s'appelle Odessa, qui est dans le sud de l'Ukraine, et qui c'est une ville qui est un peu envoûtante, qui a une histoire très très riche, très solide. C'est un peu une ville mythique, voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je te demandais un petit peu ce que tu avais fait avant. Parce que ça rejoint le roman, tout simplement. Exactement, exactement. Alors, l'écrivain assume toujours une partie de fiction dans ce qu'il écrit. Mais c'est vrai qu'on écrit avec le prisme de son expérience. On peut pas écrire autre chose que ce qu'on n'a pas éprouvé dans sa chair. Ça, c'est vraiment ce que l'écriture demande de vous, de l'écrivain. Il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit tu la connais ta vocation, tu la connais à ce qu'elle éprouve en toi. Est-ce qu'elle modifie en toi. Donc écrivain, c'est pas forcément ni une passion, ni un métier, c'est avant tout une vocation. Et l'écriture, c'est comme tous les arts, comme les musiciens, comme les menuisiers, comme les ébénistes, les sculpteurs. C'est très exigeant, ça demande beaucoup de vous, ça vous transforme. D'accord, et t'as toujours voulu écrire ? T'avais des choses à raconter ? Comment ça s'est passé au départ ? Alors, j'ai pas voulu écrire au début. D'ailleurs, j'avais des notes en français au collège qui étaient qui ne laissaient pas prédestiner que je pourrais écrire un jour. Comme quoi, hein ? Comme quoi, voilà. Et je me suis mis à écrire des poèmes. Et puis j'ai pris goût quelque part à l'écriture et j'ai continué. J'ai persévéré. Et donc mes poèmes ont été publiés la première fois en 2009. C'était c'était 20 ans de poésie que j'avais derrière moi. D'accord, voilà. Donc les contemplations du pauvre. Exactement, c'était les contemplations du pauvre.
Très bien, donc on peut retrouver aussi si jamais on veut acheter. Comment Alors ça se passe? je pense qu'il est épuisé celui-là D'accord. parce qu'il date de 2009, donc ça fait 15 ans. D'accord. Ouais, peut-être en Déjà. numérique, il faut voir avec Peut-être en numérique, oui, Ouais. je pense qu'il doit exister en C'est numérique. maintenant, c'est très Oui. numérique, ces choses-là. Donc, bon, et avant avant de parler de ce dernier roman, t'en as fait un autre aussi, Les années de la peur. Alors les années de la peur, c'est moitié roman, moitié témoignage. C'est-à-dire que moi j'en ai écrit un roman et l'éditeur a voulu que ce soit un témoignage. Donc c'est l'éditeur qui est roi et donc ça a été dénommé comme un témoignage mais écrit comme un roman. C'est autour d'un sujet qui moi me tient à cœur, c'est autour de la maltraitance des enfants. On entend beaucoup le droit des femmes et beaucoup de choses, le droit des animaux. C'est bien, mais il faut pas oublier les enfants parce que les enfants, eux, ils choisissent pas. Tout à fait. Ils choisissent pas. Ils ont la nature leur donne des parents ou pas. C'est aussi une question tragique quand on n'appartient pas et à ses parents, quand vos parents vous donnent pas de racines. Mais aussi, on n'a pas choisi. L'enfant n'a pas choisi d'être maltraité. Tout à fait. Il y a tellement de maltraitances différentes que... Et il y a tellement de maltraitances différentes. C'est surtout que la maltraitance des enfants, alors il y a un silence autour de ça, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet facile. Mais il faut se rappeler quand même qu'il y a près de 1 enfant par jour qui meurt sous les coups, sous la torture de ses propres parents. Ah oui. Donc c'est presque 1 par jour, c'est plus de 250, 270. Donc il faut pas oublier ces enfants-là. Et il y a tous ceux qui sont maltraités, donc on estime le chiffre des enfants maltraités en France à 100 000. D'accord. Donc c'est énorme. C'est énorme. Moi, quand j'ai fait des séances de dédicaces pour les années de la peur, j'ai eu une professeure qui est venue et qui s'est mise à pleurer. Et je lui dis, pourquoi vous pleurez? Elle me dit, vous savez, en fonction des statistiques, moi j'ai enseigné 25 ans. Sur mes 25 années d'enseignement, j'ai dû rencontrer 40, 45 enfants maltraités. Et je n'ai rien vu. Et la maltraitance à l'endroit des enfants ne se voit pas. Parce que les parents ou ceux qui ont l'autorité parentale font tout pour que ça ne se voit pas. Il n'y a pas de signe, sauf si on voit vraiment des œils au beurre noir ou des traces sur le corps. Mais c'est très difficile à détecter et c'est un sujet dont il est très difficile de s'occuper. Et tu parles de témoignage, c'est un vécu ou c'est vraiment des choses C'est un vécu, oui. C'est une expérience malheureuse, personnelle, mais c'est comme ça. Pas de souci, on n'en parlera pas plus, il n'y a pas de problème. Du coup, écoute, on va aller sur le second roman. Alors, l'histoire, je suis pas sûre qu'elle soit plus légère. Si, un petit peu plus légère. Non, ça n'a rien à voir. Parce que je vais te laisser en parler, vu qu'on va à Odessa en Ukraine, vu l'actualité en ce moment, voilà, est-ce que ça fait écho ou pas du tout? Est-ce que de quoi ça parle, tout simplement? Allez, vas-y. Ça fait pas du tout écho à la guerre actuelle, à l'invasion. C'est volontairement que j'ai choisi ça, puisque quand même, on en parle beaucoup de ce conflit, et le but de ce roman, c'est de parler d'amour, au fond. C'est au milieu de toutes ces guerres. Il y a beaucoup de guerres aujourd'hui quand même. Alors c'est vrai que les médias aident beaucoup, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de guerres sur la surface de la planète. Mais là, il y a quand même un faisceau de conflits, de guerres civiles et de guerres internationales qui sont quand même, qui font peur aux générations futures. C'est surtout hyper médiatisé. Et c'est très médiatisé, mais ça laisse... moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai travaillé à l'international, il y a des pays où je ne peux plus aller aujourd'hui parce que le risque de conflit est énorme. J'ai travaillé presque 1 an en Égypte. L'Égypte ça va, mais si je dois aujourd'hui retraverser le Liban, comme ça m'est arrivé, je ne peux plus. Et beaucoup de gens ne peuvent plus. Et c'est surtout les populations qui habitent sur place qui ne peuvent plus.
Tout à fait. Bon, allez, on va parler du roman. Allez, on parle du roman. Un peu de légèreté. Un peu de légèreté. Alors, c'est un roman qui se passe à Odessa, donc dans cette ville mythique. Si vous voulez, je peux peut-être vous lire l'introduction de ce roman. Allez. Eh bien, écoutez, on est tout oui. Vas-y. Le monde est folie. Le monde d'aujourd'hui s'embrase. Il se plonge dans la haine de l'autre. Il n'y a pas si longtemps existait un autre monde. Un monde juste un peu moins fou. Un monde où la banalité d'une histoire d'amour se glissait dans un écrin de rareté. Un monde de choses permises. Un monde où même la patience, l'amour-passion, le pardon et les mots pour le dire étaient permis. Au milieu du chaos qui s'annonce, avons-nous oublié l'amour, ce fondement certain de toute paix? L'amour entre un Matisse et une Sophia, l'amour entre deux personnes, l'amour d'une mère pour ses enfants, l'amour d'un père pour son fils, l'amour des amis proches, l'amitié de camarades de classe dans une école partout dans le monde. Dans cet oubli perpétuel d'aimer l'autre, il y a cependant des îlots d'amour qui fleurissent un peu partout sur la planète. S'y accrocher, c'est s'éloigner des guerres, des violations de l'autre. Très bien, j'ai même la suite, qui est de l'autre côté du livre au niveau de la présentation. On en dit d'ailleurs que Matisse et Mick, parce qu'ils sont deux, vont entrer dans une phase de vie brûlante autour d'une Sofia ukrainienne. Exactement. Ah oui, attention, vie brûlante. Oui, donc tu vas vers où, là? Il y a une sorte de, donc il y a un héros qui est Matisse dans ce roman et qui est raconté par Mike. Et en fait, Mike, c'est le personnage pivot qui est en déshérence, en désespérance totale et qui va s'accrocher à ce que va lui dire Matisse de son histoire d'amour avec la brûlante Sophia pour s'en sortir, pour avoir de l'espérance, pour regarder autre chose que son quotidien qui est un peu noir, en fait. D'accord. Bon, bah écoute, parfait. Donc c'est un livre, alors c'est pas en format poche, hein, il fait entre un livre de poche et... il fait 15 par 23 cm, donc c'est un beau bébé de 226 pages. Donc, si vous voulez, on va en parler un petit peu plus après, mais pour les infos pratiques, donc c'est aux éditions Il est midi et on peut le retrouver à Cultura, la Fnac, Amazon, De Citre, Delicom pour n'en citer que. Et surtout, t'es où ce week-end ? Eh ben, je suis à Moulins le samedi après-midi où je fais une séance de dédicace au Moulin aux Lettres, donc à Moulins. Voilà. D'accord, l'après-midi, le matin ? L'après-midi, c'est à partir de 14h30. Très bien, voilà. Comme ça, moi, pour les infos pratiques, si on va aller te voir... voilà. Bienvenue, je serais très honoré qu'il y ait des gens qui viennent me voir. Oui. Bah oui, tout à fait, c'est l'occasion. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on a un écrivain devant soi. N'est-ce pas ? Merci. Bah écoute, c'est normal. Est-ce que tu nous donnerais pas un petit peu plus envie ? Déjà que là, ça nous donne envie de lire avec un extrait. T'as préparé ça. Donc, avis aux auditeurs. Moi, j'ai envie de vous lire un extrait d'Odessa, en fait. D'accord. Parce que, donc, dans ce roman, il y a des personnages, et puis il y a un décor, qui est un peu mythique. Donc, voilà, ce que j'en dis, c'est... Quant à Odessa, 10 ans plus tôt, je ne savais pas la situer. Seul son nom mythique entretenait en moi le goût musqué d'une contrée lointaine et inaccessible. Il m'a fallu le dictionnaire pour apprendre que c'était en Ukraine. Un port en bord de mer, une mer noire, dit-on. Odessa, est-ce une ville, une étoile, une galaxie ? Aucune main ne peut caresser ce nom sans en avoir un imperceptible frisson, une bouffée de mythe. Dès lors, 10 ans plus tard, en ce début de nuit où le train couchette nous attend, je me prends à rêver d'une ville inconnue. Odessa relève du même rêve que de pénétrer un jour dans les murs de Samarcande. Avant de la connaître, cette ville imprime en moi une poésie mélancolique, un mystère. Très bien. Quel mystère ?
Quel mystère. Je laisse le lecteur découvrir Bah un oui, peu quand même. tu finis par ça en même temps, c'est pas cool. Non mais oh. Le mystère de cette ville, oui, traversée par l'histoire, traversée par aussi par les persécutions juives, staliniennes, voilà. C'est une ville, Odessa, quand même, il faut savoir que c'est une ville qui a été créée par un Français qui s'appelait le duc de Richelieu, qui était, au moment où il a créé Odessa, il était comment dire, alors c'est pas lui qui l'a créé, mais il a été gouverneur longtemps, et il a beaucoup développé, il a été dans l'armée de Catherine II, D'accord. qui était tsarine. Donc il a été nommé général dans l'Empire russe par Catherine II, et puis donc le duc de Richelieu, qui fut d'ailleurs Premier ministre français par la suite. Il a fait naître vraiment cette ville qui fait qu'elle a une architecture française, typiquement française du XVIIIe siècle, en fait, à la base. D'accord. Puis après, Donc, et dessus se sont greffées beaucoup de choses, puisqu'il y a des Grecs, des Arméniens, des Ukrainiens bien sûr, des Russes. C'est une ville, il y a 25 ethnies et il y a à peu près autant de croyances et de foi dans cette ville. c'est un beau mélange. C'est un très beau mélange et c'est une ville marine. D'accord. Donc c'est une ville au large. Tout à fait. Voilà. Bon, bah très bien. Bah écoute, magnifique roman en tout cas à découvrir avec Le Rêve oublié. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose sur ce roman ? Ben, j'espère juste qu'il va donner un peu d'espoir, quoi. Tout à fait. Ce roman, en fait, je l'ai écrit pour la paix, en fait. Pour la paix. Parce qu'en fait, si on réfléchit, si on regarde un peu, si on a une pensée, juste une pensée d'une seconde ou de 2 secondes, une pensée d'amour pour nos ennemis, j'ai envie de dire, la paix a une chance de gagner. Si vous vous mettez à la place de Poutine et qu'à la place de penser haine, de penser domination, on a vu par exemple la chute de Bachar el-Assad, quelqu'un qui a maltraité son peuple, dont on connaît d'ailleurs l'arme chimique avec laquelle il a fait ça. Si ce gars-là, Bachar el-Assad, avait une pensée d'amour pour son peuple, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui ? Je suis pas sûr. Alors là, je ne peux pas te répondre. C'est un mystère, c'est comme Odessa. Et puis personne ne peut répondre à ce genre de questions, malheureusement. Voilà. C'est des questions un peu invisibles, mais personnellement, je crois qu'à partir du moment où on laisse entrer en soi quelques bribes d'amour, les choses sont possibles. En tout cas, tu as l'air très optimiste et très culturé. Enfin, au niveau de l'histoire, tu es au taquet. Hein. On peut te poser toutes les questions, je pense. C'est bon. Si vous avez des questions à lui poser samedi, allez-y, allez au Moulin aux Lettres. Il sera là l'après-midi pour une séance de dédicace et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Je vois que là, je peux pas te poser de colle, c'est même pas drôle. Non, je suis pas comme ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Donc je rappelle Le Rêve oublié de François Brune-Bilouz, aux éditions Il est midi. Et du coup, on te retrouve samedi après-midi au Moulin aux Lettres. Ben merci Thémis, merci. Merci à toi.